Passion des chefs d'offense au chef de l'État et d'atteinte à la sûreté de l'État. Une arrestation qui ne freine en rien le combat mené par Nitoudeg et Frappe France Dégage. Enseignement supérieur privé sénégalais, les chefs d'établissement droit dans leurs bottes. Ils menacent d'expulser les étudiants orientés par l'État. Frustrés, ces apprenants accusent les autorités de vouloir hypothéquer leur avenir. Abdoulaye Wade et ses audiences, l'analyste Amadou Sarr pense aux futures alliances qui peuvent y naître. Le journaliste Dembaramata Ndiaye, lui, estime que ces audiences consistent à mettre la pression sur le président de la République, son Excellence Macky Sall. L'insécurité dans certains points de vente de moutons, une réalité des vendeurs confient être confrontés à des cas de vol. Ils plaident pour le déploiement des forces de l'ordre pour assurer leur sécurité et celle de leurs ruminants. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur la DTV. Adama Gaye, envoyé en prison. Le journaliste Adama Gaye est placé sous mandat de dépôt. Il a été auditionné par le doyen des juges qui, après avoir retenu contre lui 2 chefs d'inculpation, l'a envoyé en prison. Pour rappel, le journaliste a été arrêté depuis le lundi dernier suite à un post sur son mur Facebook où il tient des propos virulents à l'encontre du président de la République Macky Sall et concernant les séries d'arrestations contre des activistes notés. Ces derniers temps ne freinent en rien le combat mené par les leaders d'opinion. Ils sont de plus en plus déterminés à soutenir le peuple pour le mouvement Nitoudeg et Frappe France Dégage. Cet anarchement ou bien anarchement de la justice ne les décourage guère. Reportage à Djarendjaï. Les activistes sont plus que jamais déterminés dans leur combat, même s'ils se disent persécutés par la justice et le pouvoir en place. Ces hommes, qui se réclament défenseurs du peuple, ne sont pas prêts à baisser les bras. Nous sommes toujours fermes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous n'avons pas peur parce que quand vous êtes activiste, il faut s'attendre à tout. S'attendre à la prison, s'attendre aux menaces, s'attendre à plein d'autres choses. Et comme je l'ai dit, nous sommes conscients de ce que nous faisons et nous n'attendons rien en retour. Ça va nous renforcer parce que notre credo, nous, en tant que mouvement citoyen, en tant que patriotes, nous croyons que quand on nous intimide, on nous donne du courage davantage. Donc nous disons à Macky Sall qu'il nous donne du courage de continuer le combat parce que nous sommes dans le combat de la préservation des valeurs. Pour ce membre de Frappe France Dégage, les activistes sont conscients de leur rôle dans la société. Avant tout, le rôle d'un activiste, c'est d'abord un militant qui regarde ce qui se passe autour de lui, que ce soit dans le niveau de l'environnement, de l'économie, ou tout ce qui peut toucher aux citoyens sénégalais en général. Et nous n'avons pas peur de dire ce que nous pensons tout haut. Et ça nous permet aussi de dire à nos dirigeants que nous sommes là, que nous avons un œil sur vous. Je pense qu'on va continuer notre chemin. On est plein d'activistes. Nous ne sommes pas juste une dizaine. Et il y en a plein et il y a des activistes partout. Les arrestations de Guy Marius Sagna et Adama Gaye ne constituent en rien un frein pour ces activistes. Pour eux, cela va encourager davantage à continuer de défendre le peuple sénégalais. Le président du mouvement Djengou, Boubacar Camara, a signé la pétition lancée pour la libération de Khalifa Ababacar Sall. Il explique que sa motivation par le simple fait de vouloir défendre les libertés individuelles. Il soutient que l'emprisonnement de l'ancien maire de Dakar est arbitraire. Il a invité à cet effet le chef de l'État Macky Sall à accorder l'ancien député maire de Dakar la grâce pour sa libération. C'est un reportage de Abdoulaye Wadjanga. Sortir Khalifa Sall de sa cellule, ses partisans ont lancé une pétition et ces derniers veulent un maximum de signataires. C'est dans ce contexte qu'ils ont rencontré le président du mouvement Djengou, Boubacar Camara. Ce dernier a apposé sa signature. Il a adhéré ainsi à ce combat pour la libération de l'ancien député maire de la capitale. D'utiliser les institutions de l'État pour mener des combats contre des adversaires politiques. Selon Boubacar Camara, l'incarcération de Khalifa Ababacar Sall est arbitraire. Il soutient d'ailleurs qu'elle est basée sur aucun fondement juridique. Le juge a dit non, il n'y a pas de détournement de deniers publics.
Donc le prétexte pour lequel on a gardé Khalifa en prison en lui refusant la liberté provisoire a été écarté par le juge lui-même. Le leader du mouvement Djengou a ainsi saisi cette tribune pour exiger la libération de Khalifa Ababakar Sall. Il invite le chef de l'État Macky Sall à accorder la grâce à l'ancien député maire. Et aujourd'hui, il appartient au président de la République d'apaiser la situation en libérant Khalifa Sall. Partisans de Khalifa Sall ne baissent pas les bras pour réclamer la libération de leur mentor. Ils sont convaincus que l'ancien maire de Dakar est victime d'injustice et ils appellent les Sénégalais à signer cette pétition lancée pour l'acquittement de l'ancien socialiste. Abdoulaye Wadjanga depuis la banlieue dakaroise à la République privée du Sénégal. C'est le titre du livre de Cheikh Oumar Diagne. Dans cet ouvrage, l'auteur relate un Sénégal de mensonges du néocolonialisme jusqu'à aujourd'hui. Le Sénégal n'est pas toujours une république indépendante. La preuve, les symboles de la République, les armoires, les édifices, entre autres, lèvent de la franc-maçonnerie. Toutefois, l'auteur préconise des pistes thérapeutiques pour sortir le Sénégal de cette torpeur. Les détails de tout cela avec Ramatoulaye Diouf. La République privée du Sénégal, une œuvre qui ouvre le débat autour du nom des villes, de l'origine des symboles de la République sénégalaise et des figures politiques. L'ouvrage qualifie ainsi le Sénégal comme une fausse république. On s'est rendu compte, après les pseudo-indépendances de 1960, l'architecture, la construction et les rapports avec cette métropole n'ont pas évolué. Donc des noms ont changé, on nous a donné des drapeaux, on nous a donné des textes de constitution, mais le fonctionnement essentiel du Sénégal n'a pas varié. Donc cette république-là, elle est foncièrement privée pour deux raisons principalement. D'abord, elle sert des intérêts privés avant ceux nationaux. Secondo, elle a été conçue dans sa globalité par des gens extérieurs au Sénégal. Selon l'auteur du livre Cheikh Oumar Diagne, la fondation du Sénégal par les francs-maçons ne fait aucun doute. Il suffit juste de se promener sur les grands artères de cette capitale-là pour voir des symboles et des insignes maçonniques. Je prends pour preuve par rapport à cela de la célébration du défilé du 4 avril qui a été faite en réalité pour honorer la première loge qui a été fondée sur Dakar. Cette loge-là s'appelle l'Étoile occidentale de Dakar. Deux autres exemples pour corroborer ce que je dis. Le monument de l'obélisque, qui est un symbole foncièrement maçonnique. Le monument de la Renaissance d'Abdoulaye Wade a été érigé aussi le 4 avril 2010. L'indépendance n'a jamais été acquise jusqu'à présent au Sénégal. Le président Macky Sall n'est pas libre. Sur des questions monétaires, il n'est pas libre. Il est obligé d'aller à l'Élysée pour avoir le recours. Sur des questions diplomatiques, il n'est pas libre. Sur des questions de sécurité intérieure, il n'est pas libre. Sur des questions même de défense, il n'est pas libre. Toutefois, l'auteur propose des pistes de solutions. On ne peut pas aujourd'hui prétendre établir ou bien construire le Sénégal en ignorant les bases réelles de sa fondation. Le Sénégal est un pays éminemment religieux. Les premiers grands résistants qui ont porté la résistance de ce pays-là étaient des religieux. En matière d'équité dans ce pays, nous, musulmans, aimerions avoir des cours et tribunaux qui sont respectueux de nos traditions et de notre culture. Ce serait intéressant d'aller au tribunal et dire que je veux être jugé par la charia. Comme on donnerait aussi le droit à des chrétiens et même à des animistes d'être jugés suivant leur conception et leurs convictions. De Blaise Diagne, à nos jours, la majorité des hommes politiques appartiennent à la loge maçonnique selon Cheikh Oumar Diagne. Maître Abdoulaye Wade enchaîne les audiences depuis quelques semaines. Stratégie de riposte ou future alliance. En tout cas, Amadou Sarr et Demba Ramata Ndiaye pensent qu'ils se regroupent pour faire face à l'adversaire commun, le président Macky Sall. Ces analystes politiques soutiennent que Wade veut également montrer à travers ces séries d'audiences que son parti est toujours vivant malgré les remous. Codé Ndiaye enchaîne les audiences depuis quelques jours. Ousmane Sonko, Alioune Tine, Adama Gaye et Mamadou Lamine Diallo ont tous été reçus par l'ancien chef de l'État, Amadou Sarr et Demba Ramata Ndiaye, tous analystes politiques, décryptent cette stratégie du pape Dissopi. C'est une stratégie de concertation des orientations futures en matière d'alliance stratégique possible. Et je pense que ça n'a rien de mal qu'un acteur politique du pays comme Wade puisse recevoir également d'autres chefs de partis politiques ou secrétaires généraux de partis pour discuter de la situation politique du Sénégal. Ceci s'apparente à une stratégie politique dans la tête de Maître Wade qui consiste à mettre la pression à chaque fois qu'il estime cela nécessaire. Et sur ce registre-là, on peut s'attendre pas à des alliances très fortes ou bien à des fusions organiques, mais ils peuvent se regrouper
pour faire face à l'adversaire qui est commun et qui s'appelle le président Macky Sall. Malgré les remous au sein du Parti démocratique sénégalais, Wade veut toujours montrer que son parti est toujours vivant, selon nos interlocuteurs. Son parti également, ses lieutenants qui partent en solo, bon, c'est devenu peut-être une façon pour lui de revoir comment réorganiser son parti et puis voir dans les prochaines années ou dans les prochains mois avec qui s'allier, avec qui donc échanger et quelle action politique mettre en place. L'homme est tellement prompt à agir politiquement et il sait que le président Macky Sall est actuellement acculé de toutes parts. Il y a des opportunités à saisir. L'arrestation du journaliste Adama Gaye peut-elle être liée à sa rencontre avec Wade? Les avis restent partagés. Est-ce que Wade a demandé à Adama Gaye de parler ou est-ce qu'ils ont eu une façon de déstabiliser Macky dans sa façon de gouverner? Peut-être l'instruction nous donnera quelques informations par rapport à ça. La visite chez Maître Wade et son arrestation, parce que depuis quelque temps, si vous observez, Adama Gaye s'est exercé un jeu très dur contre le président Macky Sall, en des termes très virulents et qui même frisent la morale. Le PDS traverse une crise sans précédent depuis son boycott à la dernière présidentielle, mais le pape dit Sopi est plus que jamais déterminé à sauver ce qui reste de son parti. Parlons éducation à présent, dette due aux établissements privés. Les étudiants orientés par le gouvernement du Sénégal, inquiets, ils sont menacés d'expulsion par le cadre unitaire des établissements privés d'enseignement supérieur du Sénégal. Ces étudiants pointent du doigt les autorités. Leur fédération compte se réunir dans les jours à venir pour dérouler un plan d'action. Reportage Magnon Aïdara. Expulsion à compter de ce 31 juillet à Uikao, les étudiants orientés dans cet institut par l'État ne sont pas épargnés du phénomène. Ils expriment leur inquiétude et interpellent les autorités. Nous sommes inquiets, sincèrement nous sommes inquiets, parce que c'est notre avenir qui est en jeu. Et nous voyons sincèrement que l'État ne s'occupe pas des étudiants orientés dans les privés, et ce qui n'est pas normal, parce que nous sommes au même pied d'égalité que les autres étudiants du public. Donc l'État doit pouvoir payer la somme qu'elle doit aux instituts privés pour que nous puissions continuer notre formation, parce que nous en avons besoin de notre formation pour pouvoir demain servir notre pays, mais aussi être à l'attente de nos parents. Ici, la FENEPS compte se réunir pour élaborer un plan d'action. Pour l'instant, nous écoutons notre président, puisque nous avons une association qui nous regroupe nous tous, qui regroupe plus de 72 instituts privés et plus aussi de 48 000 étudiants. Donc nous sommes à l'écoute de notre président, mais nous ne tarderons pas à réagir. Puisqu'il s'agit de notre avenir qui est en jeu, nous allons réagir dans le plus bref délai, Inch'Allah. En outre, ces étudiants n'ont pas tardé à rebondir sur certains problèmes dont ils sont confrontés, notamment la restauration et le problème de logement, entre autres. Nous, les étudiants du privé, on nous demande une moyenne de 14 pour avoir une bourse, mais des fois on remarque aussi des étudiants qui ont la moyenne de 14 et qui n'ont pas de bourse. C'est-à-dire que ce n'est pas respecté. Avant de percevoir nos aides, vraiment, c'est à la fin de l'année. Et nous jugeons nécessaire de vouloir recevoir la somme là, au moins au début de l'année. Pour rappel, c'est la énième fois que ces étudiants risquent d'être renvoyés car l'État du Sénégal peine toujours à payer la dette qu'il doit aux établissements privés. Suffisant pour l'Alliance pour la défense de l'école publique et des travailleurs adeptes de tirer la sonnette d'alarme sur la situation de l'école sénégalaise. Ses membres estiment que le système éducatif n'est plus performant. En plus, il est menacé. Ils interpellent ainsi les autorités sur les difficultés qui minent l'école sénégalaise. Ils ont tenu leur deuxième congrès ordinaire en présence de Maïmouna Niane. L'école sénégalaise n'est plus performante. Au-delà même de cette problématique, elle agonise. Parents, autorités, enseignants, tous responsables de cette situation, soutient le secrétaire général de l'ADEP. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que par le passé, nous devons, nous, en tant qu'acteurs, nous réunir, réfléchir profondément sur la crise qui secoue l'école sénégalaise depuis des décennies et qui affecte de façon remarquable, qui affecte de façon considérable les résultats du système depuis des décennies. Justement, si rien n'est fait, la saignée va se poursuivre. Tel est d'ailleurs son cri de cœur. Quelques années, depuis 2 ans précisément, on s'est senti snobé
On s'est senti snobé par le ministère de l'Éducation nationale, tout simplement parce que, au sortir des élections de représentativité, nous n'avions pas de 10% et que, sur cette base-là, on a été définitivement écarté de toutes les formes de négociation. On n'a même pas droit à l'information, je dirais. On a d'énormes difficultés pour accéder à ces services du ministère et prendre en charge correctement les préoccupations des collègues qui nous ont fait confiance. Et je crois qu'il faudra que les autorités se résistent parce que ça ne peut pas continuer. Et c'est un facteur d'instabilité. Nous sommes des syndicats légalement constitués, nous sommes porteurs de revendications de nos camarades qui nous ont fait confiance et qui continuent de nous faire confiance. Force est de reconnaître que la femme joue un rôle important dans l'éducation des élèves, selon la présidente des femmes de l'ADEP. Nous voulons être en première ligne dans l'œuvre d'édification d'un syndicalisme engagé et responsable pour contribuer à la réhabilitation de la fonction enseignante et à la défense du droit à l'éducation. L'Alliance pour la défense de l'école publique et des travailleurs a tenu son deuxième congrès ordinaire sur le thème syndicalisme et droit à l'éducation. Les organisateurs appellent à l'unité des syndicalistes et à lutter pour la revalorisation des enseignants et des syndicats. Et non loin de là, l'école d'application du service de santé des armées fête ses premiers sortants. La première promotion est composée d'infirmiers et de sages-femmes selon le médecin-colonel Sarah Bourining. Il s'agit d'une promotion test. Ces sous-officiers sont désormais appelés à intervenir sur le territoire national et en dehors du pays. Toutefois, les récipiendaires se disent prêts à affronter le terrain. Compte rendu, Mamadoussi. Au total, 6 élèves sous-officiers paramédicaux à recevoir leur diplôme. La première promotion est composée d'infirmiers et de sages-femmes. Après 2 années de formation, ces sous-officiers sont désormais aptes à pratiquer leur métier. Il s'agit de la première promotion d'infirmiers et de sages-femmes diplômés d'État recrutés à l'école d'application du service de santé des armées. Alors, cette promotion a été incorporée en 2017. C'est une promotion, on va dire une promotion test, une promotion témoin qui est composée de 6 élèves, dont 4 infirmiers diplômés d'État et 2 sages-femmes diplômées d'État. Beaucoup de défis attendent ces jeunes avec notamment les missions d'opération extérieure. Ils sont donc appelés à être prêts. Ce qui les attend, c'est ce qui attend un soldat. Un soldat, c'est-à-dire être disponible, être toujours prêt. Nous sommes de façon globale dans une phase de montée en puissance qui s'explique par les nombreuses sollicitations des forces armées, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, avec les missions d'opération extérieure. Pour assurer ces missions, évidemment, on a besoin d'un soutien santé. Le sergent Ali Sagna, major de la promotion, est très satisfait de sa formation. Se dit prêt à affronter les réalités du terrain. Très heureux d'avoir été choisi de parler au nom de la promotion. La formation a été dense, certes, mais on a pu gérer la formation. Avec les 2 ans passés à l'école, nous sommes en mesure d'entamer la vie active avec professionnalisme. Et cette cérémonie de remise de diplôme est une première au sein de l'école d'application du service de santé des armées. Les récipiendaires de la première promotion s'engagent à donner l'exemple aux générations futures et à servir leur nation. Parallèlement, l'UEMOA célèbre son jubilé d'argent, une occasion pour sa représentante au Sénégal de faire un bilan des réalisations depuis sa création en 1994. L'Union des 8 pays de l'Afrique de l'Ouest se fixe le défi d'assurer la libre circulation des personnes et des biens. Amadou Hott, ministre de l'économie, et Madame Kabo, la représentante de l'UEMOA au Sénégal, qui réagissent au micro de Chantal Salimata Badji. Ont été entreprises dans les domaines de la fiscalité intérieure, de l'union douanière, de la concurrence, du régime préférentiel communautaire et de la libre circulation des personnes. Les réalisations de l'Union se mesurent aussi à l'un de ses programmes et des projets. Au moins 20 projets. Le projet phare, bien sûr, c'est le projet hydraulique villageoise,
avec 450 forages qui ont été construits. C'est un projet qui a permis de faciliter l'accès à l'eau potable aux populations. La libre circulation des personnes et des biens rencontre quelques difficultés. Le constat, c'est que le commerce intracommunautaire a évolué très faiblement. De 10% en 1996, il est seulement à 16% aujourd'hui. Et l'UEMOA souhaiterait booster ce commerce intra-régional, intracommunautaire. Des délais trop longs aux frontières pour les formalités administratives et douanières. Et pour ces délais, l'UEMOA a créé des postes de contrôle juste à poser qui permettent de réduire ces délais. Le nombre de points de contrôle est démesuré sur les corridors et l'UEMOA souhaiterait qu'avec la sensibilisation, ces points de contrôle puissent être diminués pour que le trafic soit plus fluide au sein de l'UEMOA. Les personnes vivant avec un handicap exigent de la fédération ou bien de la part du gouvernement la ratification du traité de Marrakech initié par les Nations Unies. La Fédération sénégalaise des associations des personnes handicapées interpelle aussi les autorités étatiques sur l'application des décrets de la loi d'orientation sociale. Aïda Mbenias, compte rendu. La Fédération sénégalaise des associations des personnes handicapées plaide pour le respect des droits des personnes à mobilité réduite, ainsi pour l'amélioration de leurs conditions de vie. La dite fédération exige de la part de l'État la ratification du traité de Marrakech. Parce que le traité a été discuté à Marrakech, on l'appelle le traité de Marrakech, qui est une autre convention dont l'objet est de permettre aux personnes handicapées d'avoir accès au livre, c'est-à-dire à la connaissance et au savoir. Autre revendication, l'application du décret de la loi d'orientation sociale des handicapés qui, selon le président de la fédération, traîne toujours dans les tiroirs. Dont les plus importantes sont 1. La mise en place de la haute autorité chargée de la protection et de la promotion des droits des personnes handicapées. C'est une disposition qui existe dans la loi. Il y a le décret qui institue et organise ce qu'on appelle le fonds d'appui aux personnes handicapées. C'est prévu par la loi. Et ce fonds d'appui a pour objet de lutter contre la mendicité. Dans cette loi d'orientation figure également la carte d'égalité des chances, mais depuis sa création en 2015, seules 50 000 cartes sont disponibles. Durant toute l'année 2018, aucune carte n'a été produite. En 2019, jusqu'en fin juillet, aucune carte n'a été produite. Nous doutons même qu'on puisse avoir ces 40 000 cartes en 2021. Mais même à supposer qu'on ait 40 000 cartes en 2021, plus les 50 000, ça fait 90 000 cartes. À l'instar de nombreux pays d'Afrique, le Sénégal a ainsi procédé au lancement de la campagne pour le respect des droits des personnes handicapées, initiée par les Nations Unies. Le mauvais branchement électrique cause d'énormes difficultés en cette période d'hivernage. Les habitants de Grand Yoff lancent un cri du cœur face à cette situation. Ces derniers soutiennent que la Sénélec et les autorités ne font pas leur devoir pour trouver des solutions. Néanmoins, ils les interpellent à résoudre ces problèmes qui leur causent du tort. Reportage Adama Bité. Électrique rencontré, surtout en cette période pluvieuse, une situation qui met en danger la vie des populations. À Grand Yoff, les habitants sont confrontés à cela. Ces derniers se disent inquiets et s'en désolent. Franchement, c'est pas sûr. Parce que tu sais, les fils électriques qui sont à haut, avec la pluie, la saison de pluie, c'est pas sûr. Parce que ça crée, tu vois, des inconvénients, quoi. C'est tous les enfants, quoi. Des fois, nous sommes obligés de couper le disjoncteur car il pleut. Parce que ce n'est pas sûr avec les enfants. La dernière fois, un enfant est décédé à cause de cela. C'est désolant. En cas de danger, la Sénélec n'intervient pas dans l'immédiat, dixit ce jeune homme qui a vécu ce genre d'incident. C'est moi, juste avec le poteau qui était en face de ces mois, avait pris feu l'année dernière. On a parlé avec la Sénélec. Ils sont venus tardivement d'ailleurs. Ils nous ont dit qu'ils ne peuvent pas venir au mois de la pluie car ils peuvent risquer leur vie. Regardez ce que ça peut faire aux enfants de cette population, de ce quartier d'ailleurs. Et nous, les jeunes de cette quartier, nous ne pouvons rien faire. Selon Souleymane Diallo,
Même si la population prend les devants, les autorités de cette localité doivent faire leur devoir. C'est déplorable, ça, on le déplore, parce qu'ici à Grand Yoff, il y a des jeunes, des mouvements associatifs qui sont ici à Grand Yoff. Ils œuvrent dans ce sens, mais la Sénélec ne vient pas vers Grand Yoff pour dire que Grand Yoff est laissé en rade. Toutefois, il leur demande de trouver une autre méthode de branchement pour éviter ces problèmes. Il faut qu'ils le changent. Il faut qu'ils changent, nous donner des compteurs plus adéquats, plus bons. Nous, on demande que des solutions, quoi, pour qu'on résolve notre problème, quoi, pour que les choses soient en règle, quoi. Le mauvais branchement des poteaux électriques ne rime pas avec l'hivernage, en à croire la population de Grand Yoff. À cet effet, elle interpelle les autorités de résoudre ces difficultés avant qu'il y ait beaucoup plus de dégâts. Et nous en venons à notre reportage du jour. À quelques semaines de la fête de Tabaski, les vendeurs de moutons sont sous la hantise du vol de bétail, malgré les dispositions sécuritaires annoncées dans les points de vente. Selon les vendeurs installés sur les allées des HLM 5, l'aspect sécuritaire laisse à désirer. Ils accusent la municipalité de laxisme et menacent de ne pas s'acquitter de la taxe municipale. Anta Diédhiou. Pour les vendeurs de moutons de surveiller de jour comme de nuit leur bétail avec les voleurs qui rôdent autour. Un éleveur ici, c'est difficile. Nous avons 3 ou 4 personnes qui gardent la nuit, 5 personnes le matin, donc c'est une mesure de sécurité qui est favorable à notre portée. Même si les mairies assurent l'éclairage de ces stands, ces vendeurs de moutons fustigent le manque de sécurité qui règne dans ces lieux. Ce sont les habitants de ce quartier qui louent les stands, mais c'est la mairie qui assure l'éclairage. On paye les stands et la sécurité n'est pas assurée. Ils ne se préoccupent que de la location. Pour le reste, ce n'est pas le problème. On n'a pas les moyens de prendre 35 000 francs pour acheter un terrain. Alors que on paye les aliments, on prend notre nourriture. C'est un peu difficile, quoi. Ces derniers demandent un appui de leurs locataires, mais aussi des forces de l'ordre. Ici, il n'y a pas de police, ni de sécurité, ni de garde rapprochée. À moins de 10 jours de la fête de Tabaski, les vols de bétail sont de plus en plus nombreux. Une situation qui n'arrange guère les vendeurs de moutons qui réclament un soutien pour sécuriser leur investissement. Et c'est la fin, mesdames, messieurs, de cette édition. Où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. 20h30, la suite de l'actualité avec BBC Afrique. Quant à moi, je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la magie de la télé, Dunia TV. بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله